Bonjour, merci à tous d'être présents et merci pour l'organisation de ce congrès. Je vais essayer de respecter mon temps de parole. On va parler de la chirurgie de la cataracte comme traitement de la fermeture de l'angle. Comme on l'a déjà évoqué, les mécanismes de fermeture de l'angle sont multiples et au sein de ces mécanismes, le mécanisme cristallinien est effectivement un mécanisme important, soit du fait d'une anomalie de volume du cristallin, qui devient un cristallin trop volumineux dans un œil de proportion petite, soit des anomalies de position de ce cristallin. La prise en charge des fermetures de l'angle, alors on parle d'apposition iridotrabéculaire sur plus de 180 degrés ou d'ouverture avec une ouverture inférieure à 10 degrés de l'angle. Il faut distinguer deux grands cas de figure, les cas où il n'y a pas de glaucome et les cas de glaucome chronique par fermeture de l'angle. La prise en charge est différente en fonction du contrôle de la PIO. Lorsque la pression intraoculaire est contrôlée et qu'il n'y a pas de glaucome, l'étude ZAP a montré qu'on peut soit surveiller les patients, soit réaliser une iridotomie périphérique, comme vient de l'expliquer notre collègue. En cas de tension non contrôlée, l'étude Eagle a montré que deux attitudes sont possibles, soit l'exérèse du cristallin, soit un traitement, on va dire, conventionnel par IP et traitement médical. Lorsqu'il existe un glaucome par fermeture de l'angle, avec donc une atteinte neuropathie optique évolutive, mais que la pression est contrôlée, le traitement médical associé à l'IP reste de mise, ou on peut y associer éventuellement une phacoexérèse si la flèche cristallinienne est importante ou que l'âge du patient est avancé. En revanche, quand la tension n'est pas contrôlée, l'exérèse du cristallin ne va pas aider. C'est-à-dire que l'exérèse du cristallin seul ne permettra pas de contrôler les glaucomes évolutifs avec des tensions intraoculaires non contrôlées. Il faudra forcément réaliser une trabéculectomie ou, bien entendu, réaliser une extraction du cristallin associée, c'est-à-dire dans le cadre d'une combinée, selon la flèche cristallinienne et l'acuité visuelle. Mais ce point est important, l'extraction du cristallin ne permettra pas de gérer un glaucome non contrôlé. La flèche cristallinienne, comme on l'a dit, évolue au cours du temps. Le cristallin va augmenter de volume entre 20 ans et 80 ans de façon continuelle et jusqu'à pouvoir aller jusqu'à un diamètre antéro-postérieur de 5 mm. Le diamètre équatorial sera environ de 9 mm. Chez un patient, on peut suspecter un mécanisme cristallinien lorsque il existe une convexité irienne en gonioscopie qui vous semble importante et en l'absence de cataracte clinique. La flèche cristallinienne correspond au débord antérieur du cristallin par rapport à l'horizontale qui va passer par les deux éperons scléraux. Ce débord étant mesuré avec la perpendiculaire qui passe par l'apex cornéen. Cette flèche cristallinienne est appelée lens vote, donc LV, dans les papiers que vous pourrez lire, et elle devient significative. Alors moi j'avais mis 900, mais effectivement au-delà de 800, elle devient significative, 800 microns. L'importance de cette flèche cristallinienne ne dépend pas uniquement de l'âge, car chez certains patients, il existe de grandes variations anatomiques et on va pouvoir avoir authentiquement des gros cristallins chez des patients jeunes en l'absence de cataracte. Muriel l'a un petit peu évoqué, l'étude Eagle nous explique la place de l'extraction du cristallin lorsque la pression est augmentée, mais chez des patients ne présentant pas de cataracte. Cette étude Eagle est une étude multicentrique randomisée qui avait inclus 30% de patients chinois. 400 patients environ ont été inclus, ils avaient tous plus de 50 ans, mais sans cataracte significative. On avait 60% qui présentaient des glaucomes par fermeture de l'angle, légers à modérés, et presque 40% qui présentaient une fermeture de l'angle sans glaucome, mais avec pression intraoculaire importante. La moitié a bénéficié d'une extraction du cristallin clair d'emblée, l'autre d'un traitement iridotomie associé à des collyres antiglaucomateux. Les critères de jugement étaient la meilleure acuité visuelle corrigée, la qualité de vie, le nombre de traitements hypotonisants et le nombre de chirurgies filtrantes à long terme. Les résultats de cette étude ont montré une supériorité du groupe extraction du cristallin clair versus IP et traitement médical, à la fois en termes de qualité de vie, qui semblait significativement plus élevée dans le groupe traité par phaco, de PIO plus basse, de nombre moyen de traitement à long terme plus faible, avec tout de même des résultats significatifs,
Des patients sans traitement plus nombreux, 60% versus 21%, moins de chirurgie filtrante et un ratio coût-efficacité qui était en faveur de la chirurgie, mais il faut juste noter que c'était dans le système anglo-saxon et que ce n'est pas forcément reproductible dans le système de santé français. Il faut vraiment faire attention aux résultats de cette étude parce que ça n'est pas généralisable à tous les patients. D'une part, ça s'appliquait aux fermetures primitives de l'angle. Encore une fois, toutes les fermetures ne sont pas primitives, avec des pressions intraoculaires très importantes. Dans le cadre des glaucomes par fermeture de l'angle étudiés, ils n'étaient pas à des stades avancés. Et un tiers des patients étaient asiatiques, et on sait qu'ils ont bien sûr une évolution un peu différente des Européens. Alors, est-ce qu'on doit proposer une extraction du cristallin pour tous ? La réponse est probablement non. D'une part parce qu'il y avait certains biais à cette étude, un taux de complication des phaco assez faible, mais c'était des opérateurs très entraînés et on n'est pas toujours dans des situations d'extraction du cristallin qui sont forcément simples. D'autre part, il y a eu effectivement l'absence d'études sur la perte endothéliale à long terme et que, en tout cas dans ma pratique, ce n'est pas forcément évident de proposer à tous les patients de enlever le cristallin alors qu'ils viennent vous voir et qu'ils ne sont pas forcément demandeurs et qu'ils sont jeunes. On va maintenant parler des anomalies de position du cristallin. Alors, différents types de malposition existent, allant de l'ectopie, la subluxation, luxation à la microsphérosphaquie. Dans l'ectopie, la tache zonulaire est présente et il y a une visibilité anormale de l'équateur. La subluxation et les luxations correspondent à des atteintes zonulaires plus ou moins importantes, avec éventuellement les suites vitrées. Et la microsphérosphaquie est plus rare, correspond à une visibilité de l'équateur du cristallin sur toute sa circonférence. Les principaux cadres dans lesquels on peut voir ces anomalies de position sont le syndrome de Marfan, l'homocystinurie et le syndrome de Vell-Marchezzani. Alors, toutes les caractéristiques ont été regroupées. Le Marfan, vous connaissez, je pense, à peu près tous. Le morphotype est très évocateur, avec des patients grands, des hyperlaxités ligamentaires, des anévrismes sur le plan cardio-musculaire. Les subluxations cristalliniennes sont assez caractéristiques et supérieures, ce qui les distingue par exemple de l'homocystinurie où elle est quasi constamment inférieure. À noter dans toutes ces pathologies une association forte avec de la myopie. Les homocystinuries font souvent des embolies, notamment au cours des anesthésies. Et le syndrome de Vell-Marchezzani est quand même beaucoup plus rare, avec là un morphotype totalement différent, on va le voir sur la diapo d'après, avec une brachycéphalie, une brachydactylie, et le signe dominant est vraiment la microsphérosphaquie. Ces images empruntées à Yves, où on voit sur les côtés gauches un syndrome de Marfan avec des grandes mains, des articulations laxes. L'image centrale avec une ectopie inférieure à ces caractéristiques de l'homocystinurie et les images de droite montrant la brachydactylie et la microsphérosphaquie en inférieur. Ces chirurgies de cristallin sont dans un contexte bien particulier, ce sont des chirurgies difficiles qui ne vont s'envisager que lorsque l'hypertonie est irréductible et associée à une subluxation, une luxation de ce cristallin. Ces chirurgies sont bien sûr beaucoup plus à risque d'effusion ivéale et d'issue de vitrée, donc on aura souvent recours à l'association avec un chirurgien du segment postérieur pour réaliser des vitrectomies et une implantation plus aisée. Les messages à retenir, c'est donc que les fermetures de l'angle sont multiples et qu'il faut en premier lieu user et réuser du gonioscope pour être sûr de l'étiologie et du mécanisme de la fermeture. Le cristallin est souvent en cause, certes, et l'augmentation de volume est bien entendu le mécanisme le plus fréquent. La flèche cristallinienne n'est pas systématiquement corrélée à l'âge et donc il est important, lorsque vous avez des gros blocs pupillaires, des fermetures de l'angle qui vous semblent d'origine cristallinienne chez des patients jeunes, de les documenter et d'avoir effectivement une flèche cristallinienne quantitativement notée dans le dossier. Les étiologies de fermeture de l'angle sont multiples et l'extraction du cristallin ne doit pas devenir systématique. Elle doit bien sûr être raisonnée au cas par cas. Et les indications vont être bien entendu en fonction de l'acuité visuelle et de la flèche cristallinienne. Et si vous décidez d'enlever un cristallin clair à un patient, bien noter dans le dossier l'importance de cette flèche cristallinienne, les informations données et recueillir le consentement du patient me semble vraiment important. Je vous remercie de votre attention.